20h sur DTV, le journal et ses titres. Médina Gounass est une localité avec des problèmes de cadre de vie énormes. Les inondations et l'insécurité préoccupent les habitants, inquiétudes qu'ils partagent avec ceux de Ndamatou à Touba. Ils sont exposés à plusieurs maladies à quelques jours du Grand Magal de Touba, 1440. Longue détention provisoire doublée d'agression en prison, c'est ce que subit Hassan Diouf. Révélation de ses avocats qui n'excluent pas d'internationaliser le combat. Libre circulation des personnes et des biens, la société civile de la CEDEAO et la communauté de l'Afrique de l'Est s'impliquent pour la ratification du protocole adopté en janvier dernier à Addis Abeba. La justesse en bandoulière, les pièces mécaniques n'ont plus de secret pour eux. Les tourneurs jouent un rôle clé dans la réparation des appareils et machines. Les professionnels vous seront présentés dans cette édition. Insalubrité, inondation et insécurité, ce sont là les mots qui hantent le sommeil des habitants de Médina Gounass dans le département de Guédiawaye. Cette situation préoccupe les habitants de cette localité. Ils exigent des solutions et interpellent les autorités compétentes dans cet élément d'Abdoulaye Wanyaga. Médina Gounass 4, dans ce quartier, le cadre de vie est peu enviable. On y retrouve des maisons abandonnées. Il y a aussi des ordres ménagères qui campent le décor, une situation dénoncée par les habitants. Les habitations abandonnées sont celles laissées par les populations de Djahaï. Nous avons rencontré récemment le maire de la commune. Il avait dit que ces maisons ont été distribuées. La problématique des inondations est une réalité également dans cette localité. Quand le ciel ouvre ses vannes, les populations sont dans le désarroi. Elles interpellent les pouvoirs publics sur la question. Les inondations, le manque d'infrastructures et de canalisation rythment le quotidien des populations de ce quartier. Ces populations font aussi face à de sérieuses difficultés liées à l'insécurité. Le quartier est quasiment dépourvu d'éclairage public. Dans ce secteur, il n'y a pas assez de sécurité, faute d'éclairage. Nous interpellons les autorités compétentes à régler ce problème. La commune de Médina Gounass se trouve dans le département de Guédiawaye. Elle est confrontée à de multiples problèmes. Les habitants exigent des solutions à ces maux qui leur hantent. Centrale à Butim, à Tchaoulène, les habitants de la localité disent niet. Les jeunes se sont opposés au démarrage des activités de cette entreprise jugée dangereuse. Le collectif pour la sauvegarde de l'environnement appelle au calme, non sans interpeller le chef de l'État. Je vous propose d'écouter leur président. Il s'appelle Babacar Amdi Diouf. Il est interrogé par notre correspondante à Rufisque, Mam Anta Diamé. L'usine là de Colas ne peut pas avoir une autorisation lui permettant d'installer une centrale à Butim à 10 mètres des maisons. C'est pas possible. Il n'y a aucune ville au monde où tu peux voir une entreprise comme ça à 10 mètres des maisons. Donc eux, ils disent qu'ils ont une autorisation qu'ils ne nous ont pas montrée. C'est une usine de fabrique de Butim. Le Butim tel qu'on le sait, moi je suis médecin, il y a une collègue médecin ici. En fait c'est un produit qui a un riche potentiel cancérigène. Parce que c'est un produit qui contient des substances qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc ces hydrocarbures aromatiques polycycliques là sont reconnus cancérigènes. Et c'est clair, il y a des cancers de la peau qui vont apparaître. Il y a des cancers vraiment des poumons qui vont apparaître. Ça, c'est dans un terme plus ou moins long. Mais dans l'immédiat, on constate des irritations au niveau des yeux, des irritations au niveau des narines, des vomissements, des essoufflements. Tout ça, c'est ce que englobe ce produit. Et les risques d'accident sont là. Les enfants sont là parce que c'est un quartier populaire. Les enfants jouent ici, ils n'ont pas de terrain, ils n'ont rien du tout. C'est une rue très fréquentée par les enfants, donc il y a ce risque-là. L'autre risque, c'est les risques d'accident qui sont indéniables. On ne peut pas prévoir l'imprévisible.
On ne peut pas prévoir l'imprévisible. Ces entreprises-là, quand il y a un accident à côté, les populations ne sont pas préparées pour réagir. Eux-mêmes, ils n'ont pas préparé un plan de secours. Ils n'ont pas préparé un plan d'évacuation. Donc, nous estimons vraiment être en danger par rapport à la légèreté de cette formation-là. Autre localité, autre mot, cri de détresse des habitants du quartier Ndamatou à Touba. Les eaux stagnantes perturbent la quiétude des habitants à quelques jours du Grand Magal de Touba 1440. Ces populations ont lancé un appel de détresse à Serigne Modou Kara Mbacké pour qu'il les aide à se débarrasser de ces eaux nauséabondes. À Touba, nous rejoignons notre correspondant Elmo Gueye. Les responsables de l'ONAS avaient annoncé la fin des inondations au quartier Ndamatou. Mais sur place, le constat est tout autre. Secours, on a besoin d'aide. Les eaux stagnantes hantent toujours le sommet des habitants du quartier. La durée du problème fait que l'eau a changé de couleur et les expose aux maladies liées au péril fécal. Avant de parler d'approvisionnement en eau, il faut d'abord régler le problème des inondations. Elles nous causent énormément de difficultés. Nous sommes exposés à plusieurs maladies, dont la diarrhée. Nous exhortons vraiment les autorités compétentes à accélérer les travaux. La situation est devenue insoutenable. La date du Magal étant fixée au 28 octobre, un appel est lancé par les populations à Serigne Modou Kara, qui avait mis l'année dernière les bouchées doubles pour enlever les eaux stagnantes du quartier Ndamatou. Nous lançons un appel à Serigne Modou Kara Mbacké. Il n'a jamais lésiné sur les moyens pour nous venir en aide à chaque fois que le besoin se fait sentir. Nous traversons une période très difficile. Nos maisons sont inondées et même la mosquée n'est pas épargnée. Nous ne pouvons plus y prier depuis longtemps. Aucune menace ne pèse pour l'instant sur les autorités, mais les populations disent retenir cet état de fait et en tireront les conséquences le moment adéquat. 76 mises à pied, 28 avertissements et 26 licenciements. Voilà le bilan de Mamadou Rassinsi à la tête de King Fahd Palace. Selon certains membres du personnel, l'atmosphère est présentement très tendue à l'hôtel. Les travailleurs en question dénoncent la gestion de ce logis. Ils réclament par ailleurs leur terrain subventionné par l'État du Sénégal il y a de cela 5 ans. Chantal Barchi les a rencontrés. On brûle à l'hôtel King Fahd Palace de Dakar entre les travailleurs et l'administration. Plusieurs mots gangrènent ce lieu selon le personnel. Oppression, acharnement et népotisme entre autres. Ainsi, les travailleurs crient le ras-le-bol. Ils interpellent le chef de l'État sur l'avenir de ce logis. Aujourd'hui, plus de 200 demandes d'explication ont été distribuées en 6 ans, des mises à pied, plus de 26 licenciements, sans compter les démissions. Aujourd'hui, c'est la goutte d'eau de trop. Tous les jours, nous avons la chasse aux sorcières au King Fahd Palace. Malgré le rappel de l'inspection du travail par rapport aux conditions des travailleurs, par rapport à ce qui se passe au King Fahd, la direction du King Fahd reste sourde. Nous interpellons spécialement le président de la République, qui est M. Macky Sall, qui fréquente tout le temps le King Fahd Palace. Il pointe du doigt le directeur de l'hôtel Rassinsi, qu'ils accusent d'une gestion très nébuleuse. Ils réclament l'acquisition des terrains déjà subventionnés par l'État. Nous réclamons nos terrains dans les plus brefs délais. On ne veut plus ce jeu de yo-yo entre la Socobek et la direction. Aucun de ces engagements n'a été respecté. Il nous a changé de promoteur. C'était avec SCI Sofa. Aujourd'hui, il nous amène un nouveau promoteur qui est la Socobek, à qui la direction dit avoir versé 1,2 milliard. 1,2 milliard, on le verse à un promoteur. Aujourd'hui, tous les employés qui sont là, eux tous, ils sont derrière moi. Aucun n'a reçu aucune parcelle. Nous mettons en garde la direction du King Fahd en leur disant trop c'est trop, on n'en peut plus et on ne laissera plus passer certaines choses. 150 sanctions au total, c'est le bilan de l'actuel directeur de l'hôtel King Fahd Palace, Mamadou Rassinsi. Arboré de brassards rouges, le personnel de l'hôtel a crié un y en a marre pour dénoncer la gestion de ce dernier. Ils exigent le respect de leurs droits et demandent au président de la République d'agir le plus rapidement.
La justice à présent, la longue détention provisoire et l'état de santé d'Assane Diouf préoccupent ses avocats. Maître El Hadj Diouf et Maître Ciré Clédor Ly exigent sa libération immédiate et soutiennent que leur client est pris en otage. Assane Diouf a même subi des agressions ayant occasionné une fracture de sa jambe, regrette Maître El Hadj Diouf. Ces robes noires n'hésiteront pas à internationaliser la lutte, n'est-ce pas, Abdoulaye Ndiaye? La situation du détenu Assane Diouf inquiète toujours ses avocats. Maître El Hadj Diouf et Maître Ciré Clédor Ly, ils dénoncent le fait que les dossiers n'ont pas été enrôlés jusqu'à présent. C'est pourquoi ces avocats accusent le procureur et le juge d'être à l'origine de ces lenteurs synonymes d'une violation de la loi. Or, la loi dit que si à l'expiration du délai de 6 mois, vous n'êtes pas jugé, vous êtes libéré par le juge d'instruction s'il ne renvoie pas son dossier. Mais si on renvoie, vous restez en prison et c'est la juridiction de jugement qui est seule habilitée à vous libérer. Que s'est-il passé? Il le renvoie, mais la juridiction de jugement n'a jamais été saisie de ce dossier. Presque 6 mois encore. Et le procureur de la République, s'il est avéré qu'il a été outragé, cela conforte mon opinion qu'aujourd'hui il se fait venger. Parce que depuis qu'on lui a demandé de faire juger Assane, s'il s'assoit sur le dossier, ne le fait pas juger, viole la loi, alors qu'il sait, il connaît la loi, cela veut dire qu'il poursuit une vengeance personnelle. Plus grave, Assane Diouf subit des violences dans son lit de détention. Martel, l'avocat Maître El Hadj Moustapha Diouf, un acte qu'il dénonce avec la dernière énergie. C'est comme si on cherchait à tuer Assane Diouf. Mais parce qu'il a parlé, il a échangé avec un autre détenu, il a été interpellé par les gardes pénitentiaires qui lui ont reproché d'ouvrir la bouche et de parler. Il dit, moi j'ai le droit de parler, je suis un homme. Et ils l'ont immédiatement plaqué. Alors, depuis ce jour, on est en train de le soigner, mais Assane n'est pas encore guéri. Mandaté par la famille d'Assane Diouf, ses avocats comptent internationaliser la lutte pour dénoncer ce qu'ils qualifient de violation des droits de l'homme. Nous exigeons sa libération immédiate et nous lançons un appel solennel à toutes les organisations de droits de l'homme pour qu'elles se mobilisent pour mettre fin à cette prise d'otage, pour mettre fin à ce châtiment qui est infligé à Assane. Si l'État du Sénégal ne fait rien, alors ceux qui pourraient faire quelque chose sont tenus pour responsables en droit international. Donc, sachez que nous avons reçu le mandat. Assane Diouf est poursuivi pour injure publique, outrage au chef de l'État notamment, une affaire qui tarde à être jugée. Ses avocats pointent la responsabilité du parquet. Moustapha Diakhaté ne mérite plus d'être ministre d'État suite à sa position sur l'affaire Sonko. Déclaration de l'ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Maître Djibril n'a pas non plus été tendre avec le journaliste Momar Diong. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Mohamed Mansour Sawa. Je crois que c'est la fumisterie que j'entends de part et d'autre. Oui, on doit bien l'agiter, cette question. Mais il n'est pas président qui veut. Mais il faut bien dire aux Sénégalais ce que vous entendez faire. Est-ce que les femmes seront voilées? Est-ce que le port de la burqa sera obligatoire? Moi, je vis ça dans les mosquées de temps en temps. Cette catégorie de citoyens, vous les voyez, des musulmans soi-disant. Mais ils sont même très violents, même dans les postures, même quand vous prenez la prière. Ils vous écartent, ils interrompent l'imam et tout ça. Alors, vous pensez que nous, ces acquis de Mme Abdou Dabakh, Aladji Malik, Aladji Omar Foutiou, un islam conflit d'ailleurs qui a été vraiment le socle, le rempart qui nous a sauvés même des attaques qui ont dans ces autres pays. Mais moi je ne vois pas en quoi un bon musulman de bonté pourrait trouver à dire de la part de l'islam confrérique. Donc il ne faut pas qu'on trompe les Sénégalais. Quand tu dis que moi je ne peux pas à travers l'imam, les khalifs, les confréries, mais il faut bien que ça puisse... Qu'est-ce que tu entends avec la femme? Est-ce que les femmes vont travailler avec les hommes? Est-ce que les femmes auront un égal accès à cette profession? Ce que jure avec la doctrine salafiste. Est-ce que les jeunes vont pouvoir danser leur musique ou chanter? Mais moi, c'est là où on attend M. Sonko. Et je mets en garde ces bandes d'analystes, les Momar Diong et consorts que je vois sur un plateau, libre à eux d'aller se bousculer des places
pour un potentiel candidat, propriétaire de leur journal. Mais pourquoi ils peuvent empêcher Yérim Seck? Moi, j'encourage Yérim Seck et je mets en garde même Moustapha Diakhaté, qui s'est même permis de se lancer dans ce débat, un bon activiste qu'il est, bien qu'il soit de mon groupe. Moi, c'est malsain son débat et je dois même plus sa place dans ce gouvernement en disant que il ne faut pas. Non, ce n'est pas s'attaquer à Sonko. Mais dire quand même que ce débat ne doit pas servir dans un Sénégal connu qui a une empreinte particulière, qui est l'empreinte confrérique. La société civile de la CEDEAO et de la communauté de l'Afrique de l'Est s'implique pour la ratification du protocole relatif à la libre circulation des personnes et des marchandises. Depuis l'adoption du dit protocole en janvier dernier, tenez-vous bien, absolument rien n'a bougé. Or, la disposition n'a besoin que de 15 ratifications pour pouvoir entrer en vigueur. Aujourd'hui, la task force veut mettre la pression sur les États pour sa ratification. On me signale que l'élément n'est pas encore en place, mais nous ne manquons pas d'y revenir d'ici la fin. On est en train de recaler l'élément, donc je vous le disais, la société civile de la CEDEAO et de la communauté de l'Afrique de l'Est s'implique pour la ratification du protocole relatif à la libre circulation des personnes et des marchandises. Depuis l'adoption du dit protocole en janvier dernier, absolument rien n'a changé. Or, la disposition n'a besoin que de 15 signatures pour pouvoir entrer en vigueur. Aujourd'hui, la task force veut mettre la pression sur les États pour sa ratification. Voyons tout ça avec Mansour Sawa. Avec une population estimée à plus d'1,2 milliard d'habitants pour une superficie de 5 millions de kilomètres carrés, avec plus de 320 millions de consommateurs, l'Afrique regorge d'énormes potentialités pour se développer. Mais hélas, le constat est juste amer. Ce que nous avons constaté, c'est que ce protocole qui a été adopté depuis janvier 2018 et qui avait besoin que de 15 ratifications pour entrer en vigueur, n'a toujours pas obtenu ces ratifications, en dépit de ce qui en est dit sur le niveau d'engagement des États membres, ce qui est assez regrettable. Mais nous préférons voir le meilleur côté des choses, parce qu'il y a quand même quelques avancées, même si sur 55 pays africains, seuls 30 l'ont adopté. Il n'y a que le Rwanda qui l'a ratifié à ce jour. L'Afrique ne peut se développer, à mon avis, ça c'est mon avis personnel, sur deux choses, sinon trois. La première des choses, c'est d'abord l'application stricte de nos règlements intérieurs. La deuxième chose, c'est de voir et d'appliquer la discipline. Donc la discipline et le respect des textes. Et la troisième chose, l'aide au développement doit être augmentée. Aujourd'hui, il est de notoriété publique que l'Afrique a besoin d'une libre circulation des personnes et des marchandises pour une meilleure intégration sous-régionale, laquelle intégration requiert la suppression de certaines barrières. Le temps des discours devrait ainsi céder la place au temps des actions concertées. Aucun pays individuellement ne peut faire face aux contraintes alentour et aux contraintes et défis du monde extérieur. Et c'est une erreur de chacun des pays de croire que par ses propres stratégies nationales, à l'intérieur de ses frontières, par ses propres plans de développement, il pourra s'en sortir. C'est une illusion. Il faudra faire bloc pour pouvoir peser. Vous voyez ce que fait l'Amérique. Vous voyez comment la Chine s'organise. Vous voyez comment en Europe, ils sont en train de se réorganiser. L'Afrique n'a pas d'autres alternatives que de s'organiser et de parler d'une seule voix. Cette rencontre a réuni les régions de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et la communauté de l'Afrique de l'Est. Il s'est agi de discuter de la meilleure façon de coopérer et de mutualiser les forces entre entités étatiques pour accélérer le processus de ratification et l'entrée en vigueur du protocole sur la libre circulation des personnes en Afrique d'ici la fin 2020. Partenariat entre Diego Transvie, un accord qui vise à instaurer la protection sociale au cœur de la plateforme de la ministre conseillère Zahra Iyane Thiam. Cette dernière soutient que cette collaboration va permettre d'étoffer davantage la carte sanitaire sénégalaise. Plateforme Andi Diego Transvie, côte à côte pour offrir une prise en charge aux membres de la structure dirigée par la ministre et militante de l'Alliance pour la République. Un soutien de taille qui répond aux besoins des femmes de Andi Diego en matière de santé.
C'est des prises en charge globalement qui varient entre 70% pour les hôpitaux du Sénégal ou d'ailleurs de la sous-région. Parce que la particularité de l'assurance, c'est de faire des soins au niveau du Sénégal, au niveau de la sous-région. Mais c'est également une prise en charge d'une taille familiale de 6 personnes avec une prise en charge au niveau des enfants qui peut aller jusqu'à 25 ans. La présence de Transvie à côté de la plateforme est d'une utilité indéniable. Les deux parties promettent de rendre fructueuses les relations. Déjà, d'autres conventions de partenariat sont envisagées. Nous sommes en train de travailler sur d'autres partenariats. Ils seront lancés sous peu. Parmi ces partenariats, on peut citer fonds de pension structurés pour le secteur informel. Ce fonds va appuyer les travailleurs indépendants. L'objectif visé à travers ces accords entre Transvie et Andijego est d'instaurer la protection sociale au sein de ces femmes. Donne un vieux souvenir pour ces femmes. Ce partenariat entre Andijego et Transvie prendra aussi en charge les personnes du troisième âge de la plateforme. Selon la ministre Zahra Iyane Thiam, ce soutien vient contribuer au relèvement de la carte sanitaire du Sénégal conformément aux vœux du chef de l'État. La précision est une règle d'or dans l'exercice de leur métier. Chaque pièce mécanique doit être allégée, voire ajustée pour son usage. Dans le domaine de la mécanique, ce sont les tourneurs qui s'en chargent. Ils sont incontournables dans l'inspection et la réparation des appareils et machines. Le métier de tourneur ou l'art de la précision, c'est un dossier signé à Ndiaye. Il confectionne et répare des moteurs, des suspensions et entretiennent des freins. Un travail de précision relié à la mécanique de l'automobile. Grâce à leur outil de travail qu'ils appellent tour, ces ouvriers peuvent fabriquer toutes les pièces mécaniques, raison pour laquelle on les surnomme des tourneurs. Nous faisons des surfaçages qui lassent, nous faisons des allégages en bloc. Confection toutes pièces qui viennent d'usine, viennent d'entreprise. Ça dépend de toi. On travaille avec les mécaniciens. On travaille avec les mécaniciens pour les surfaçages qui lassent, les remportages qui lassent, les allégages en bloc, les pièces diverses, quoi. À cause des matériels mécaniques importés, ces professionnels n'arrivent plus à faire avancer leur secteur. Ñu commencé ni di importer moteur auto yi di ko jël Europe di ko indi loolu moo yàq suñu liggéey bu jëkk am na ñu ko xam. Les moteurs qui nous viennent de l'extérieur freinent nos activités. Avant, les mécaniciens amenaient les moteurs ici et on les répare. Mais maintenant, ils ont la paresse de dépiécer les moteurs. Ils préfèrent acheter un nouveau et cela n'est pas garanti par rapport à nous. On a la capacité, on a le technique, on a même le savoir-faire, mais on n'a pas les moyens. Si tu peux faire quelque chose, tu n'as pas de moyens, tu ne vas pas le faire. Tu vas rester là où tu es. Mais nous voulons toujours investir, ça veut dire que faire certaines choses, même les pièces que les gens amènent ici, venant de France, on peut le faire ici. D'ailleurs, Lamine lance un appel à l'État pour qu'elle investisse davantage dans le secteur informel. Ils récupèrent nos enfants ici, ils les amènent là-bas, avec des diplômes. Dans ce monde-là, on a besoin des ouvriers. On a besoin des ouvriers. Là où tu vas dans le monde, on a besoin des ouvriers. Il faut que l'État puisse faire quelque chose par nos ouvriers. Le secteur informel, il ne faut pas que l'État l'oublie. Il faut qu'il investisse sur nous. On puisse investir sur les autres. Si nous ne faisons pas attention, on risque gros avec ce métier, confie ces spécialistes en mécanique générale. Dans tout ça, il y a des risques. Même en venant ici, pour quitter là où tu habites, en venant là où tu travailles, il y a des risques. Donc, salut le bon Dieu qui fait des prières. Moi et mes employés, faites attention, chaque jour je parle avec eux, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut essayer de ne pas faire ça. Parfois, il y a des accidents, il y a le courant, la machine aussi. C'est pas sûr, mais on est très prudent. Mansour et Lamine espèrent gagner plus dans ce travail, même s'ils ne se plaignent pas trop. Tu vois cette petite entreprise-là, on a mis plus de 6 millions. 6 millions à 7 millions.
pour attendre les 10 000 et 15 000. Donc nous, c'est qu'on n'a pas encore récupéré ce qu'on a investi ici. Mais c'est un travail à long terme. Toutefois, il incite les jeunes à acquérir beaucoup plus d'expérience pour exceller dans ce métier. Il faut avoir du métier, il faut avoir quelque chose dans la tête. Quand on n'a pas quelque chose dans la tête, on n'a rien dans la tête. Quand on apprend ce métier, on doit être très attentif, discipliné, correct, avoir la patience et respecter son patron pour acquérir de l'expérience. Fraisage, ajustage, alésage, tournage, un ensemble de travail pour confectionner une pièce mécanique. Un métier très scientifique qui demande en ce moment des études poussées pour pouvoir l'exercer dans nos entreprises. Même si nos ouvriers se contentent de leur savoir-faire, ils espèrent que les autorités vont s'y mettre pour booster l'informel. Autre activité, mais celle-là, elle est formelle, une grande première au Sénégal. Le Sénégal va accueillir l'Assemblée générale des femmes catholiques mondiales prévue du 15 au 22 octobre 2018. L'objectif de cette 4e édition, c'est de montrer l'importance de l'accès à l'eau. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Antoinette Zalé. Elle est interrogée par Abdoulaye Ndiaye. C'est une grande première pour nous. Nous allons accueillir beaucoup de pays, plus d'une trentaine. Et c'est l'occasion pour nous, après 4 ans d'exercice, d'activité dans nos associations, de s'arrêter, de faire le bilan, de tirer un peu les conclusions et d'essayer d'aller de l'avant. Parce qu'après chaque 4 ans, nous faisons le bilan des thèmes sur lesquels nous avons travaillé et nous mettons déjà sur le plat un autre thème sur lequel les associations vont travailler au niveau de leur base. Voilà donc comment nous fonctionnons. Par rapport à l'AG, le thème, c'est femmes de l'UMOF, porteuses de l'eau vive au monde assoiffé de paix. Donc, mais par rapport aux 4 ans, nous avons travaillé particulièrement sur la famille, sur les addictions, sur l'eau, sur l'eau, parce que nous voulons aussi faire la promotion de l'accès à l'eau pour les populations. Donc nous avons travaillé sur beaucoup de thèmes et ces thèmes vont être évalués et on va essayer de retenir un nouveau plan d'action pour les 4 ans à venir, de 2019 à 2022. Ce qui me fait à cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Veillez à la